Mes chers amis, quand on écoute Othman, on comprend que tous ceux qui disent que la droite ne se renouvelle pas, tous ceux qui disent que la droite n'a pas de jeunes pousses et de jeunes talents se trompent et que le groupe des conseillers régionaux, les Républicains à la région, a formidablement bien choisi son président de groupe. Parce que je vais te donner des coups. Je ne veux pas lui donner des coups quand même, parce qu'il faut que je le préserve. Il faut que je ne parle pas devant tout le monde. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les vice-présidents, les délégués spéciaux, les présidents de groupe de la majorité, je vois Jean-François Vigier et Béatrice Le Couturier qui est là, qui se cache, mais qui ne devrait pas se cacher. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, chers collègues, mesdames et messieurs les élus, j'ai vu beaucoup de maires dans la salle, je voudrais leur souhaiter la bienvenue. Mesdames et messieurs, chers amis, alors quand je vous vois si nombreux ce soir, je voudrais comprendre pourquoi certains disent que la droite est morte. Alors je voudrais que vous fassiez un tout petit peu de bruit pour rappeler à tous ceux qui en doutent que vous êtes là et bien là. Alors, Jacques Chirac avait l'habitude de prononcer toujours, quand les choses n'allaient pas bien, il disait d'ailleurs, vous vous souvenez, Roger, tu te souviens, il disait « les merdes volent en escadrille ». Bon, pardon, c'est un peu grossier, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et alors, il disait, quand ça n'allait pas bien, il disait « est-ce que vous connaissez le proverbe japonais ?» Je le fais pas bien, hein, mais est-ce que vous connaissez le proverbe japonais? Alors, nous, on ne connaissait pas de proverbe japonais. Les vrais amis viennent quand il pleut. Alors, oui, mais c'est un proverbe qui mérite, comme tous les proverbes japonais, les vrais proverbes japonais, d'être réfléchi. En fait, les vrais amis, on les reconnaît dans la difficulté, on les reconnaît dans les turbulences. Et notre pays, les turbulences et les difficultés, il en traverse aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis vraiment très heureuse que vous soyez là si nombreux. Je voudrais saluer votre fidélité, je voudrais saluer votre loyauté et je voudrais saluer votre engagement. C'est grâce à vous qu'on a gagné la région. Et j'espère qu'une seule chose, c'est que maintenant, à mi-mandat, 3 ans après, vous êtes vraiment fiers de nous avoir élus et que vous ne regrettez rien. Mais j'en suis sûre. Alors, du fond du cœur, merci. Du fond du cœur, merci. Du fond du cœur, merci. Je vais parler de choses un petit peu graves. Je crois qu'aujourd'hui, notre pays est au bord de la déchirure. Et ça me rend infiniment triste parce que nous avons eu l'intuition qu'il y avait dans le pays de grandes fractures. Nous en avons eu l'intuition quand nous avons fait notre campagne régionale en 2015. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez du fil rouge de la campagne de 2015 dans la région, c'était la lutte contre toutes les fractures. Et déjà à l'époque, on avait théorisé qu'en Île-de-France, il ne pouvait pas y avoir un bon et un mauvais côté du périphérique, qu'il ne fallait pas opposer Paris, sa banlieue, les centres-villes et les quartiers populaires, les territoires urbains et la ruralité complètement oubliée par Jean-Paul Huchon, et à juste titre, parce qu'une ruralité oubliée, ça fait du vote extrême, parce que la ruralité, quand elle est en colère, eh bien, elle se rebelle. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, la puissance de la France insoumise qui cherche à déstabiliser le pays, la puissance aussi de la colère qui amène à considérer que les solutions du Front National sont des solutions, alors que le Front National accompagne les colères, mais ces solutions sont absolument pas possibles, pas adaptées au pays, et j'y reviendrai. Je vous donne un seul exemple. Comment est-ce que Marine Le Pen peut nous dire qu'elle comprend les gilets jaunes et l'overdose fiscale et en même temps proposer la retraite à 60 ans à tous les Français, retraite à 60 ans dont on sait bien qu'elle mettrait nos retraites en faillite et qu'elle permettrait plus de les payer? Non mais, il y a un moment, il faut être cohérent.
la démagogie, le populisme, attrape tout, qui dit tout et le contraire de tout. Il faut à un moment donné qu'on s'arme pour le dénoncer. Alors oui, notre pays est au bord de la déchirure. Et nous, singulièrement, on en a payé le prix ici, à Paris. 9 week-ends. 9 week-ends de ce qu'il ne faut pas appeler des manifestations. Parce qu'il y a eu au démarrage des manifestations, il y a eu au démarrage une revendication authentique de gilets jaunes qui réclamaient le pouvoir de vivre dignement de leur salaire, dignement de leur retraite. Il y a eu, mais au bout du 9e dimanche, il n'y a plus. Aujourd'hui, ce qu'on voit à Paris, ce n'est pas des manifestants, c'est des émeutiers, des casseurs et des pillards. Et il faut savoir arrêter un mouvement. Il faut le retour à l'ordre. Et quand je vois dans notre région accepter l'inacceptable, qu'on crache sur les professeurs, les maîtres, qu'on attaque les lycées, qu'on essaye de les brûler, qu'on attaque les commerces, qu'on brutalise des personnes, qu'on attaque et qu'on boxe des gendarmes, des policiers, qu'aujourd'hui nos pompiers se fassent agresser alors qu'ils viennent éteindre des incendies et qui payent au prix de leur vie, rue de Trévise. Il y a quelques jours, j'étais ce matin aux obsèques de ces 2 valeureux pompiers de Paris qui ont perdu leur vie en sauvant d'autres vies. Voilà. Et c'est eux qu'on attaque aujourd'hui dans certains quartiers d'Île-de-France. C'est à eux qu'on tend des traquenards. Tout ça, c'est extrêmement triste, extrêmement inquiétant. Et moi, je voudrais que nous ayons aujourd'hui, que nous marquions aujourd'hui très solennellement notre soutien aux forces de l'ordre, à tous ceux, aux forces de la sécurité civile, aux maîtres, aux directeurs d'école, aux directeurs de lycée, à tous ceux qui, en Île-de-France, depuis 9 week-ends, ont évité le pire. Et je voudrais aussi qu'on les applaudisse. Alors, la crise que vit notre pays, la crise sociale, c'est pas une crise unique. Il y en a d'autres dans le monde occidental. Il y a eu la crise du Brexit en Grande-Bretagne, il y a eu la crise italienne, il y a eu l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Donc, il y a aujourd'hui une crise de la démocratie. Cette crise de la démocratie, elle a été aggravée en France par l'arrogance d'Emmanuel Macron et par sa méconnaissance du territoire. Sa méconnaissance de la France, sa méconnaissance de la vraie vie et des difficultés de la vraie vie. Aujourd'hui, que nous disent les Français? Ils nous disent on veut plus de pouvoir d'achat, plus de pouvoir de vivre, stop au matraquage fiscal, à l'overdose fiscale. Cette rébellion du pouvoir d'achat, je l'avais annoncée en juin dernier. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. C'est parce qu'en Île-de-France, c'est encore plus difficile de vivre avec un petit salaire. Parce que le coût de la vie est encore plus cher. Et moi, je voyais nos aides-soignantes, je voyais nos policiers, je voyais nos enseignants, je voyais nos travailleurs pauvres. Je les voyais qui n'arrivaient plus à boucler leur fin de mois. Donc j'avais alerté, j'avais dit, mais combien de millions de familles vivent à l'euro près à la fin du mois? Et je l'ai dit, en juin, et j'ai dit, attention, il va y avoir la retenue à la source, il va y avoir encore des taxes. Il faut baisser les impôts. En fait, l'overdose fiscale de François Hollande, Emmanuel Macron n'y a pas mis fin. Et non seulement il n'y a pas mis fin, mais quelle maladresse. L'année où il supprime l'ISF, d'augmenter la CSG des retraités. Quelle maladresse. C'est totalement vécu comme injuste, et à juste titre, par les retraités. Et augmenter toutes les taxes sur le gazole, sur l'essence, sur la cigarette, en même temps. Je veux dire, où on fait une vraie baisse d'impôts, un vrai chemin de baisse d'impôts. Et moi, j'appelle à ce chemin. Rendre du pouvoir d'achat aux Français, c'est possible. Nous pouvons le faire, nous, à la région. Et Othman l'a très bien dit. On a, depuis 3 ans, fait 1 milliard d'euros d'économies. On a fait ce milliard d'euros. Alors oui, on a déplacé 2000 fonctionnaires qui étaient bien heureux dans le 7e arrondissement de Paris, le plus bel arrondissement de Paris, le plus cher aussi. Ils étaient là. Eh bien, on leur a dit, on va aller en Seine-Saint-Denis. Ça va coûter moins cher. Et on fera des économies. On leur a dit, vous travaillez 34 heures.
maintenant, vous allez travailler 35, comme tout le monde. On leur a dit, maintenant, va falloir faire plus avec moins d'effectifs. Ben oui. On a ouvert à la concurrence un certain nombre de services de transport de la région, ce qu'on pouvait ouvrir. Et du coup, on a fait des économies. Transport scolaire. C'était drôle. Au dernier budget, l'opposition me dit « Oh là là, Madame Pécresse, vous êtes une antisociale, vous avez mis moins d'argent sur les transports scolaires. » Alors j'ai dit « Ah, ça manque de peau. On a plus de transports scolaires, plus de fréquences, ça va aller mieux, il y en aura davantage et ça va coûter moins cher parce qu'on a mis en concurrence. » Ah oui, ah oui. Alors ça, la gauche, quand vous leur dites qu'on peut faire mieux avec moins d'argent, là, on leur ouvre des perspectives. Alors, permettez-moi un message. En ce moment où les Français demandent plus de pouvoir d'achat, plus de pouvoir de vivre, où ils demandent à ce que leur salaire soit revalorisé, à ce que leurs charges soient baissées, leurs impôts soient baissés, qui demandent que leur retraite, qui est le fruit du travail de toute une vie, soit sanctuarisée parce qu'ils l'ont gagnée, qu'il y a un pacte de confiance. À ce moment-là de l'histoire de notre pays, moi, je n'ai qu'un seul message. Si la région a pu le faire, si la région a pu faire des économies, si aujourd'hui je peux m'engager solennellement devant vous à ce que pendant les 6 ans de notre mandat, nous fassions 0 augmentation d'impôts, eh bien, l'État pourrait le faire aussi. Voilà, c'est ça le message de nos vœux. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, ce que je ressens, c'est que la France n'a jamais eu autant besoin de la droite. La France n'a jamais eu autant besoin des solutions que nous proposons. La France n'a jamais eu autant besoin d'une inflexion politique. Nous voulons moins d'impôts, c'est notre projet. Moins de dépenses, c'est notre projet. Faire mieux avec moins d'argent, des meilleurs services avec moins d'argent, c'est notre projet. Et nous, on fait de la politique par la preuve à la région. Mais les Français, ils veulent aussi restaurer l'autorité de la loi. Ils veulent de l'ordre. Et là aussi, c'est notre projet. Et là aussi, il faut se fixer des règles claires. Nous, on l'a dit, en matière migratoire, nous voulons pouvoir choisir notre immigration. Nous voulons pouvoir la limiter avec des quotas. Nous voulons aussi que la loi de la République soit respectée et que quand on est en situation régulière, on soit accueilli, intégré, mais que quand on est en situation irrégulière, on rentre dans son pays. Ça fait des mois que je demande au ministre de l'Intérieur de nous donner chaque mois les chiffres des reconduites à la frontière. Et là-dessus, il y a un total double langage du gouvernement. Il nous dit les étrangers en situation irrégulière doivent rentrer chez eux, mais il ne publie pas les chiffres. Et pire, qu'est-ce qui nous est arrivé? Vous savez que notre première décision, quand nous sommes arrivés, ça a été de supprimer une mesure hallucinante de la précédente majorité, donner 75% de réduction dans les transports aux étrangers en situation irrégulière et à leurs familles. 75% de réduction dans les transports, alors que les étrangers en situation régulière, ils payent plein pot, et que les franciliens payent plein pot. Donc, moi j'ai dit, je supprime. Il n'y a pas de prime à l'illégalité. Vous êtes dans l'illégalité, vous payez plein pot, puis c'est tout. Eh bien, nous avons perdu en justice. Et j'ai dit au gouvernement, je vais présenter un projet de loi pour changer la loi, puisqu'il paraît que la loi m'oblige. Bon, c'est une question d'interprétation, hein, mais enfin bon, le juge l'a interprété. Donc, la loi m'oblige. Donc, j'ai demandé à mon ami Roger Carucci, à mon ami Robin Reda, qui sont là, de déposer des propositions de loi pour supprimer les tarifs réduits pour les étrangers en situation illégale, les clandestins. Eh bien, par trois fois, le gouvernement a fait voter contre tous les articles, tous les amendements, toutes les lois que j'ai pu proposer. Alors c'est un double langage total et c'est injuste. Et c'est d'autant plus injuste que si l'on regarde, eh bien finalement, il y a beaucoup de monde en Île-de-France qui a des tarifs réduits.
Les salariés, ils ont le pass Navigo, ils peuvent se faire rembourser 50% par l'employeur. Les enfants, ils ont 50% de réduction. Les collégiens, les lycéens, les étudiants, ils ont 50% de réduction. Les familles nombreuses ont 50% de réduction. Les chômeurs ont 50% de réduction. Les bénéficiaires du RSA, eux, ils ont 75% de réduction. Et puis, il y a quand même une catégorie de la population qui n'a pas de réduction. C'est qui? Les retraités, toujours eux, toujours eux. Et j'espère que vous ne croyez pas à l'arnaque de la maire de Paris qui dit qu'elle a donné la gratuité à tous les retraités. Non, 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 que nenni. Elle a donné la gratuité aux retraités non imposables. Mais le problème, c'est qu'en Île-de-France, dès qu'on est un tout petit peu au-dessus, on est imposable. Et on arrive très vite pour un couple en Île-de-France à 2 000 € de retraite. Voilà. Donc nous allons travailler sur ce sujet parce que je pense que derrière le mouvement des Gilets jaunes, il y a aussi une revendication de justice. Une revendication de justice pour tous ceux qui travaillent, une revendication de justice pour ceux qui ont travaillé toute leur vie, une revendication de justice pour ceux qui vivent un peu plus loin, une revendication de justice pour ceux qui font plus d'efforts et qui voudraient être reconnus et pas en permanence que celui d'à côté qui fait beaucoup moins, eh bien, soit beaucoup plus soutenu. Donc nous, on va mettre cette question de la justice au cœur de notre politique régionale. Donc je vous le dis, impôt, ordre, mais aussi cohésion nationale. Sur tous ces sujets-là, je crois que la droite a des choses à dire. Elle a des choses à dire parce que nous aimons la France et nous voulons porter un projet pour elle, pour qu'elle se redresse et pour qu'elle reste, ce que le général de Gaulle avait toujours dit, qu'elle reste au premier rang. Le rôle de la région, si jamais on vous demande, à quoi ça sert la région? Je ne suis pas sûre que si on faisait un QCM même derrière moi, on aurait 100% de bonnes réponses. Il faut être ferme mais juste. La région, elle sert à deux choses. Elle sert d'abord à faire rayonner le territoire et à attirer chez nous tous les investisseurs, tous les chercheurs, tous les créateurs, tous ceux qui vont créer de la prospérité. Pourquoi? Parce que si on veut avoir une politique sociale importante, si on veut, il faut d'abord créer la richesse. La différence sur la droite et la gauche, c'est que nous, on sait que la générosité a un coût et que pour financer cette générosité, il faut produire de la richesse. Donc c'est mon rôle. Et je dois avouer qu'avec toute mon équipe, on y travaille d'arrache-pied et qu'on est en train de ramener en Île-de-France énormément d'entreprises qui s'étaient délocalisées à l'étranger, qu'on est résolument pro-entreprise et qu'on travaille, c'était tabou, avec le secteur privé, avec les créateurs d'entreprises, avec les start-up. Et je voudrais vraiment féliciter toute l'équipe. Je ne vais pas commencer à citer des noms parce que sinon je vais en oublier, ils vont m'en vouloir. Mais toute l'équipe qui s'occupe vraiment de ça, de ce développement économique, de cette attractivité de l'Île-de-France, de nos universités, de nos centres de recherche. Vous savez qu'il y a le Brexit. Moi, je suis très triste pour le Royaume-Uni, mais le Brexit a ouvert une vraie compétition des métropoles européennes. Et nous devons gagner cette bataille du Brexit. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a encore 700 000 chômeurs en Île-de-France. Et que si on veut gagner la bataille de l'éradication des ghettos urbains dont Othman nous a parlé, si on veut remettre tous ces jeunes dans l'emploi, si on veut lutter contre le chômage, si on veut vraiment développer les territoires ruraux et les quartiers populaires, il nous faut de la richesse. Et moi, j'assume ce rôle de présidente d'une région qui essaye de ramener chez elle le maximum de richesse. Et on est en train de gagner. On est en train de gagner sur le Brexit financier. Alors si vous écoutez certains politiques, ils disent « la finance, c'est mal ». La finance, c'est des centaines de milliers d'emplois en Île-de-France. Encore heureux qu'on la ramène. Et par ailleurs, c'est aussi une question de souveraineté nationale, la finance. Une finance forte, c'est elle qui va financer notre tissu économique. Si c'est des banques étrangères qui se mettent à financer notre économie, un jour, leurs clients rachèteront nos entreprises. Et ce jour-là, il n'y aura plus de souveraineté économique de la France. Donc oui, le Brexit financier, on est en train de le gagner, on est en train de ramener les entreprises.
Le Brexit de la recherche et du développement, c'est le deuxième enjeu, c'est maintenant. C'est faire revenir tous les laboratoires de recherche, tous les lieux d'innovation, d'être le grand pays de l'innovation et de l'intelligence. Et ça, c'est notre défi de 2019. Et puis le troisième défi, c'est le Brexit industriel. Il faut qu'on ramène de l'industrie en Île-de-France. La désindustrialisation de l'Île-de-France, c'est la source de tous nos maux. C'est ça qui a créé les quartiers ghettos. C'est ça qui a créé des générations d'enfants qui n'ont pas vu leur père travailler, qui ont vu leur père au chômage, qui n'ont plus les valeurs de la République, qui sont dans le ressentiment, qui parfois sont dans un ressentiment sur toute notre histoire passée, parce qu'on les a fait venir, leurs parents, et qu'aujourd'hui, eh bien, on les a mis au chômage et on les a déclassés. Donc la réindustrialisation de l'Île-de-France est très importante. Et ceux qui ont pensé une Île-de-France sans usine sont coupables. Moi, je me souviens, quand j'étais dans l'opposition, Jean-Paul Huchon, on avait voulu faire voter dans les Yvelines un plan qui était très lié aux Yvelines et à la Seine-Saint-Denis, un plan automobile pour soutenir l'industrie automobile. Eh bien, la région avait refusé de le voter parce que c'était pour des grands groupes. Quelle erreur, quelle fatale erreur. C'est pas parce qu'on a deux grands constructeurs français, dont l'un d'ailleurs a fermé un site emblématique à Aulnay et a frôlé la catastrophe à un moment donné. Ils ont refusé d'aider parce qu'il y avait des grands groupes et qu'il ne fallait pas aider les grands groupes. Alors que derrière, on sait la kyrielle de PME qu'il y a derrière Peugeot, Renault et l'industrie automobile francilienne. Voilà. Donc c'est ça. La région, c'est créer de l'emploi. Et là-dessus, on y met toute notre énergie. Et le deuxième rôle de la région, il n'y en a pas trois, il y en a deux. Le deuxième rôle, c'est l'égale dignité de chaque habitant. L'égale dignité de chaque habitant. Et si Emmanuel Macron avait travaillé à l'égale dignité de tous les Français, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de gilets jaunes dans la rue. Alors, je voudrais quand même un tout petit peu vous parler de ces quartiers de banlieue dont on ne parle plus. Les gilets jaunes les ont un peu occultés, mais c'est le deuxième défi social de notre pays. Et moi, je voudrais aujourd'hui qu'on n'oublie pas le message que nous a lancé Gérard Collomb. Avant de partir, avant de démissionner, il a dit « Je suis très inquiet de cette France où nous vivons côte à côte sans jamais nous rencontrer et où peut-être bientôt nous vivrons face à face. » Et le gouvernement a abandonné le plan banlieue. Alors, on pense ce qu'on veut du plan qu'avait préparé Jean-Louis Borloo, c'est peut-être le bon, c'est peut-être pas le bon, peu importe. Nous, on avait des propositions à faire, on a des propositions à faire sur les banlieues. Moi, je crois qu'il faut éradiquer ces ghettos urbains d'Île-de-France qui sont des chaudrons, pardon, je ne devrais pas dire ça en risque terroriste, mais des bombes à retardement, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et il faut qu'on les éradique, il faut qu'on construise des nouveaux quartiers de vraie mixité sociale. Et la mixité sociale, c'est pas 70% de logement social dans un quartier. La vraie mixité sociale, comme l'a dit Othman, c'est 30% de logement social et des classes moyennes partout majoritaires qui permettent à l'ascenseur social de fonctionner, qui permettent au commerce d'exister, qui permettent à la culture de venir et qui tirent tout le monde vers le haut. C'est ça notre projet pour la région Île-de-France, une région cohérente, une région dans laquelle nous pourrons vivre ensemble. Bon, un tout petit mot sur l'écologie pour se faire plaisir. Parce que moi, je revendique que la droite, que nous soyons les vrais écologistes. Et d'ailleurs, je vais vous donner un seul exemple. Où veulent vivre les franciliens ? Dans les villes de droite. Pourquoi ? Elles sont plus propres, elles sont plus sûres, elles sont plus vertes, elles sont plus agréables à vivre et les impôts, ils sont moindres. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on a gagné les municipales de 2014. Et nos maires sont au rendez-vous de cet engagement. Alors moi, je voudrais parler 5 minutes d'écologie parce que l'écologie positive, c'est nous. Il y a deux écologies. Il y a l'écologie qui interdit, l'écologie de la ségrégation sociale, l'écologie des privilégiés, l'écologie qui taxe. Ça, c'est l'écologie de Mme Hidalgo et de M. Macron. Nous, notre écologie, ce n'est pas la même. Nous, notre écologie, elle est sociale et elle est incitative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on donne des aides.
On donne des aides pour aider les Français à sauver la planète. On leur donne des aides pour qu'ils roulent en vélo électrique. On leur donne des aides pour qu'ils changent leur voiture. On leur donne des aides pour qu'ils changent leur chaudière polluante. Voilà, c'est ça l'écologie positive. On leur rend des espaces verts à 2 pas de chez eux. On leur enlève le béton dans lequel un certain nombre de maires de gauche ont enfoui leur ville. Voilà, c'est ça la région. Et d'ailleurs, j'ai eu le bonheur de lire dans un journal qui ne nous est pas favorable que pour la première fois, l'Île-de-France avait réduit sa consommation d'espaces verts depuis 3 ans, alors qu'elle augmentait tous les ans la destruction des espaces naturels. Et là, depuis 3 ans, on l'a diminué. Parce que nous sanctuarisons les espaces naturels. Et pareil sur la culture. Aujourd'hui, la région dépense 15% de plus pour la culture qu'elle ne dépensait avant. Elle a un projet culturel et artistique pour chaque lycée. Ça n'était jamais le cas. La gauche se croyait propriétaire de l'éducation et de la culture. Elle nous a laissé 200 lycées vétustes et elle nous a laissé, j'allais dire, avec des programmes culturels qui allaient toujours au même. On va dire ça gentiment. Voilà. Et puis, nous sommes une région qui crée des ponts. Moi, je voudrais parler un petit peu d'aide au développement. La région Île-de-France est une région monde. Nous, la droite, nous devons avoir une vraie réflexion sur le développement de l'Afrique. Nous devons avoir une vraie réflexion parce que ce continent africain va être bientôt riche d'1 milliard d'hommes. Ils sont à nos portes et nous devons les développer. Dans l'ADN de la droite, et notamment dans l'ADN de la droite gaulliste, il y a toujours eu l'idée que nous avions une responsabilité dans le co-développement du continent africain. Eh bien, il faut retrouver cette responsabilité. Il faut le faire et il faut ouvrir ce continent. Et il faut aider au retour de la diaspora, parce que la diaspora francilienne, elle a envie aujourd'hui d'aider son pays d'origine, le pays de ses parents, le pays où elle est née. Elle a envie de les aider. Et elle a envie qu'on crée des ponts au lieu d'ériger des murs. Les murs, c'est pas... Donald Trump veut en construire un. Bon courage. Non, il nous faut des lois. Il nous faut des lois qui soient respectées. Il faut qu'on ait le choix de notre politique migratoire. Mais derrière, il faut aussi qu'on aide au développement de l'Afrique. Et puissamment, il nous faut que l'Île-de-France soit très présente. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui organisé des partenariats. Et l'un de ces partenariats, par exemple, consiste à former des Maliens franciliens à l'agronomie pour qu'ils rentrent au Mali pour former les agriculteurs maliens. Ça, c'est de l'aide au développement intelligente. Ça, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui d'intelligent. De même que nous avons fait, alors ça a hérissé la France insoumise, nous avons fait un projet de rénovation de la Casbah qui est confié à des entreprises françaises. Alors ils ont dit, oh là là, oh, quelle horreur! On a confié à la droite française un projet en Algérie. Oh, c'est mal. Sauf que si aujourd'hui Alger s'ouvre et que s'ouvre au tourisme, qu'on rénove cette ville, qu'on crée de la prospérité là-bas, de l'ouverture aussi, ben, le résultat sera bénéfique des 2 côtés de la Méditerranée. Alors assumons ce rôle et cette responsabilité d'un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique. Voilà, je ne vais pas vous dire tout ce qu'on a fait, parce que Othman vous a déjà parlé longuement, et puis ça fait la station debout est pénible, surtout quand on est aussi nombreux et vous êtes serrés. Mais sachez aussi que moi, je n'accepte pas qu'on me dise que la gauche, voire Emmanuel Macron, a le monopole du cœur. Voilà. Je pense que la vraie solidarité, elle est chez nous. Je pense qu'aujourd'hui, le social efficace, c'est nous. Et que quand nous nous occupons aujourd'hui de mettre des contrats de performance dans les centres d'apprentissage et que nous faisons grimper de 15% le nombre d'apprentis en 3 ans, alors que ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas augmenté d'1 le nombre d'apprentis en Île-de-France, qu'on revalorise l'enseignement professionnel, qu'on construit des lycées neufs, qu'on donne des bourses à ceux qui ont raté le bac, pour qu'ils puissent le passer tout au long de la vie, pour vaincre la fatalité. Quand on donne des
bourse au mérite aux bacheliers défavorisés, mention très bien, qui sinon ne pourraient pas envisager de venir faire médecine ou de venir faire une grande école parce que ça coûte cher de venir à Paris. Voilà, on rétablit l'égalité des chances et on fait aussi une aide au mérite. Et sachez que cette année, notre grande cause régionale, c'est les femmes à la rue. C'est les femmes à la rue parce que j'ai été alertée par des gynécologues et des médecins franciliens sur le fait qu'il y avait aujourd'hui des femmes qui accouchent en Île-de-France et qui sont dans des situations tellement précaires qu'elles se retrouvent à la rue à la sortie de la clinique. Et donc le siège de la région Île-de-France, le grand bâtiment des Invalides que vous connaissez, qui va être vendu en mars, eh bien ce siège est ouvert à 50 femmes qui ont leur bébé dans les bras, qui sont sortis de maternité et qui risquaient de se retrouver à la rue. Et ça, c'est une région solidaire. Mais on ne va pas s'arrêter là parce que notre objectif, ce n'est pas juste de les héberger. Nous, on est de droite. On ne veut pas juste les héberger pour se donner bonne conscience. Nous, ce qu'on veut, c'est en faire un pilote pour les réinsérer et leur redonner, leur remettre le pied à l'étrier pour qu'elles puissent repartir dans la vie, trouver un emploi. Et on ne s'arrêtera pas à la fin de l'hiver, on les amènera jusqu'à l'emploi. Et de la même façon, hier, j'étais dans le métro, parce que vous savez que dans le métro parisien, malheureusement, nous avons, notamment sur le nord de Paris, énormément de dealers et de fumeurs de crack qui sont une source d'insécurité et de promiscuité, bon, enfin bref, et de tout, dans le métro. Eh bien, nous allons travailler. Mais nous allons travailler comme la vraie droite sociale. Un pied sur la fermeté, sans personnel de sécurité supplémentaire dans le métro. Et désormais, 90% des dealers sont déférés en comparution immédiate grâce au nouveau groupe de traitement local de la délinquance qu'on a mis en place avec la RATP. Donc, plus de répression des dealers, plus de sanctions, une vraie politique efficace de sanctions. Ça, c'est pas le point fort d'Emmanuel Macron. Une vraie politique de sanctions. Fermeté et humanité. Humanité parce qu'avec les associations, nous avons mis davantage de moyens pour que les toxicomanes, eux, puissent être sortis du métro. Parce que quand on est au crack, malheureusement, on est souvent très abîmé par la vie. Et donc, ils n'ont pas les moyens eux-mêmes de se prendre en main. Il faut donc que nous les accompagnions vers la sortie du métro et que nous les accompagnions dans des structures spécialisées pour les traiter. Donc vous voyez, fermeté, humanité, c'est ce message-là dont le pays a aujourd'hui besoin, ce message qui manque, ce message que nous devons porter. Alors oui, on va participer au grand débat national. Oui, on va contribuer au grand débat national. Mais moi, ce que je vous demande à tous, c'est de prendre votre Internet et d'être acteurs. La France silencieuse ne doit pas être silencieuse dans ce débat. On ne peut pas laisser le débat national être confisqué par des groupes organisés qui vont le polluer avec des demandes abracadabrantesques. Nous, on a des projets à défendre. Je vous en reparlerai quand on fera d'autres vœux peut-être. Mais moi, en tout cas, je serai contributrice. Je proposerai des choses. Je m'appuierai sur ce que nous faisons à la région, sur la politique par la preuve. Et je vous invite à relayer. Parce que ce débat, ce grand débat national qui est en train de se dérouler, il sera radicalement inutile si nous n'obtenons pas à la fin une vraie inflexion de la politique d'Emmanuel Macron. Alors, c'était les vœux du Conseil régional. On a surtout parlé de la région. Je vous parlerai peut-être un jour de la France, si vous revenez à d'autres vœux. Mais pour conclure, je voudrais citer une femme de la France profonde, George Sand. Alors, quand on pense George Sand, on pense Berry. Mais George Sand, en réalité, était francilienne. Bien sûr. Elle habitait Palaiseau dans l'Essonne. Et George Sand disait « Les faits valent mieux pour convaincre, que les belles paroles pour attendrir. » Alors ce soir, je ne vous ai pas attendri avec des belles paroles. Mon discours a été un peu long, mais je vous ai donné tous les faits pour convaincre autour de vous de ce que nous faisons à la région depuis 3 ans.
et de ce qu'il faut continuer, nous soutenir, nous encourager, encourager tous les maires qui vont rentrer en période d'élection municipale, parce qu'il faut qu'on garde cette région. Vous m'avez même pas laissé vous souhaiter mes vœux. Alors, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année 2019. Et malgré le climat national, qu'elle vous apporte à toutes et à tous ceux que vous aimez, du bonheur, de l'amour, de la santé, de la prospérité. Et puis, comme on est une terre d'impressionnistes, Camille Pissarro, à qui on demandait le secret de ses chefs-d'œuvre. Camille Pissarro, à qui on demandait le secret de ses chefs-d'œuvre, disait « C'est simple, je regarde les belles choses et je laisse les autres regarder ailleurs. » Alors moi, je vous souhaite, cette année en 2019, de ne regarder que les belles choses et de laisser les autres regarder ailleurs. Bonne année à tous!